Un juge puissant tenta de détruire la vie d'une humble femme de ménage. Mais il n'imagina jamais que sa fille de 17 ans, si calme en apparence, transformerait sa salle d'audience en champ de bataille. Lorsque le juge Philippe Moreau convoqua Claire Perrin à comparaître ce matin-là devant le tribunal judiciaire de Saint-Clair-sur-Seine, il pensait que ce serait simple, une condamnation rapide, une humiliation silencieuse, juste une leçon de plus, donnée par un homme persuadé que le pouvoir équivalait à la justice. Des gens comme vous, lui avait-il dit un jour, devraient toujours se souvenir de leur place. Ce qu'il ignorait, c'est que la fille de Claire Adèle Perrin écoutait, observait et préparait son heure. Derrière ses yeux tranquilles se cachait un esprit plus affûté que n'importe quelle mémoire d'avocat et l'héritage d'un soldat qui avait jadis combattu non seulement pour la liberté, mais pour la vérité elle-même. Ce qui avait commencé comme un simple acte de vengeance allait devenir une guerre pour l'intégrité, la mémoire et la survie. Voici l'histoire de la manière dont une modeste femme de ménage et sa fille brillante retournèrent la loi elle-même contre l'homme qui croyait la posséder. Un homme puissant pensait pouvoir écraser une femme ordinaire sous le poids de la loi. Il comptait la ruiner pour une simple erreur faire d'elle un exemple brisé sa dignité silencieuse. Mais il ignorait que sa fille de 17 ans allait devenir son pire cauchemar. Claire Perrin croyait à une devise simple, travailler dur, être honnête et ne jamais causer d'ennui. Pendant 15 ans, elle avait vécu selon ces mots. Ses mains gercées et fatiguées témoignaient de son dévouement. Elle nettoyait les appartements des familles les plus aisées de la ville, frottait leur sol, faisait briller leur argenterie et effaçait les traces de vie qu'elle ne faisait qu'imaginer. C'était un travail pénible mais honnête, qui payait le petit 2 pièces qu'elle partageait avec sa fille Adèle. Ses journées commençaient avant l'aube. Elle se levait dans le silence de l'appartement, ses pas feutrés sur le carrelage usé. Elle préparait le déjeuner d'Adèle, y glissant toujours un petit mot écrit à la main, puis prenait le tramway de 6 heures, son sac rempli de produits de nettoyage, qui tintait doucement à chaque mouvement. Sa dernière halte de la journée était toujours la plus impressionnante. La demeure du juge Philippe Moreau. La maison du juge n'était pas une simple résidence. C'était une forteresse d'ambition, dominant la ville, depuis la colline du vieux quartier, un monument de pierre et de marbre. À l'intérieur, les meubles en acajou sombre luisaient sous la lumière des lustres de cristal, et les murs étaient couverts de diplômes encadrés et de photos du juge serrant la main d'hommes influents. Claire se sentait minuscule dans cette maison. Elle se déplaçait dans les pièces silencieuses comme un fantôme, sa présence ne devant se manifester que dans le résultat de son travail, les étagères sans poussière, les vitres étincelantes, les parquets impeccables. Le juge Moreau, lui, ne lui adressait presque jamais la parole. C'était un homme taillé dans le granit, au visage sévère et aux yeux qui ne semblaient rien ignorer. Il se mouvait avec une autorité absolue, aussi bien chez lui qu'au tribunal. Il exigeait la perfection, et Claire la lui offrait toujours prudente, méthodique, invisible, le secret pour conserver un tel emploi. Mais un mardi après-midi, la routine se brisa. Claire se trouvait dans le bureau du juge, une pièce qui la mettait toujours mal à l'aise. L'air y sentait le cuir ancien et le pouvoir. Des livres au titre doré tapissaient les murs du sol au plafond. En dépoussiérant le vaste bureau en chêne, elle fit tomber par mégarde un lourd pot à stylo en argent. L'objet roula et heurta un petit bouton dissimulé sous la table. Un léger bip retentit, le haut-parleur du téléphone s'activa. Une voix d'homme nerveuse emplit la pièce silencieuse. « Philippe, tu ne peux pas être sérieux. La magistrature d'urbanisme ne validera jamais ça. C'est un conflit d'intérêts évident. Et la famille Renault possède ces terres depuis 3 générations. » Claire se figea les mains suspendues. Elle n'aurait pas dû entendre cela. Elle savait qu'elle devait couper le son, quitter la pièce, faire comme si rien ne s'était passé.
mais ses pieds semblaient y coller au sol. La voix du juge Moreau, lisse et glaciale, comme l'acier, résonna. La magistrature approuvera ce que je lui dirai d'approuver. J'ai déjà parlé à Lambert. Quant aux Renault, ils seront indemnisés convenablement. Considère cela comme une expropriation pour utilité publique. L'autre homme s'indigna. Un projet d'immeuble de luxe n'a rien d'une utilité publique. C'est une affaire privée liée à tes partenaires d'investissement. Tu abuses de ta position pour expulser un vieil homme de sa propriété. Le juge répondit lentement d'une voix chargée de menaces. Ma position me permet de prendre les décisions difficiles dont cette ville a besoin. La ferme des Renault fait obstacle au progrès. Il acceptera le rachat ou je ferai constater une dizaine d'infractions sanitaires d'ici vendredi. Le choix lui appartient. Un clic mit fin à la conversation. Le cœur de Claire battait à tout rompre. Tremblante, elle débrancha le cordon entier, plongeant le bureau dans un silence lourd. Elle termina son travail à la hâte, l'esprit envahi par les mots qu'elle venait d'entendre. Elle connaissait bien le vieux MCO Renault qui vendait ses légumes au marché communal. Ses terres représentaient toute sa vie. L'idée qu'on puisse les lui arracher la rendait malade. Au moment où elle rangeait ses affaires, le juge rentra plus tôt que prévu. Il entra d'un pas ferme sa serviette, battant contre sa jambe, et s'arrêta sur le seuil du bureau, ses yeux perçants scrutant la pièce. Claire lui tournait le dos, mais elle sentit son regard sur elle. « Tout est terminé ici », demanda-t-il d'un ton sec. « Oui, monsieur le juge. »« Je m'en allais », répondit-elle en se retournant lentement, tâchant de dissimuler la peur et le dégoût qui bouillonnaient en elle. Son regard se posa sur le bureau, puis sur la multiprise désormais débranchée. Une ombre passa sur son visage. Il ne dit rien, se contenta d'un long regard froid, un regard qui disait clairement « Je sais que tu as entendu ». Claire murmura un adieu rapide et quitta la maison précipitamment, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Elle ne se retourna pas. Au fond d'elle, elle savait qu'elle venait de se faire un ennemi redoutable, un homme de pouvoir qui ne supportait pas les témoins. C'est une affaire entre toi et tes partenaires d'investissement, rien de plus. Tu utilises ta position pour chasser un vieil homme de sa propriété. Ma position, répondit lentement le juge Philippe Moreau, d'une voix chargée de menaces, est précisément ce qui me permet de prendre les décisions difficiles dont cette ville a besoin. La ferme des Renault fait obstacle au progrès. Il peut accepter le rachat où je trouverai une douzaine d'infractions sanitaires et de sécurité qui feront condamner le bien d'ici vendredi. Le choix lui appartient. Un déclic retentit, puis le silence. La ligne venait de se couper. Le cœur de Claire battait à tout rompre. Elle n'avait pas voulu écouter. Tremblante, elle se pencha pour débrancher la multiprise. Le bureau retomba dans son silence, pesant, et elle termina son travail dans un brouillard d'angoisse, l'esprit rejouant sans cesse la conversation qu'elle venait d'entendre. Elle connaissait la famille Renault. Le vieux monsieur vendait ses légumes chaque samedi au marché communal. Sa ferme représentait toute sa vie. L'idée qu'un homme comme le juge Moreau puisse le priver de sa terre la rendait malade. Alors qu'elle rangeait ses affaires, le juge rentra plus tôt que prévu. Il entra d'un pas vif, sa serviette battant contre sa jambe, et s'arrêta sur le seuil du bureau, ses yeux acérés scrutant la pièce. Claire lui tournait le dos, mais elle sentit son regard sur elle. « Tout est terminé ici », demanda-t-il, d'une voix tendue, presque soupçonneuse. « Oui, monsieur le juge. »« Je m'en allais », répondit-elle calmement, en se retournant lentement, tâchant de dissimuler la peur et le dégoût qui bouillonnaient en elle. Les yeux du juge se rétrécirent. Ils se posèrent sur le bureau, puis sur la multiprise, désormais débranchée. Une ombre passa sur son visage. Il ne dit rien, se contenta d'un long regard glacial, un regard qui disait
Je sais que tu as entendu. » Claire balbutia un au revoir rapide et quitta la maison précipitamment, le cœur battant à ses tempes. Elle ne se retourna pas. Elle savait avec une certitude glaciale qu'elle venait de se faire un ennemi puissant. Elle avait vu derrière le rideau, et le juge Philippe Moreau n'était pas un homme qui tolérait les témoins. Ce soir-là, le petit appartement de Saint-Clair lui parut un sanctuaire. L'odeur familière du thé chaud, des vieux livres et des cahiers d'études de sa fille emplissait la pièce. Adèle, 17 ans, était assise à la table de la cuisine, entourée d'une montagne de manuels. Elle avait les yeux doux de son père et une cascade de cheveux blonds qui tombaient sur ses épaules, mais son esprit était tout à elle. Adèle Perrin était brillante. Ce n'était pas seulement qu'elle avait de bonnes notes, elle dévorait le savoir avec une curiosité insatiable qui fascinait ses professeurs. Elle lisait des livres d'histoire pour le plaisir et apprenait seule les mathématiques avancées à partir de manuels empruntés à la bibliothèque. Son esprit était une machine fine, toujours en train d'analyser, de questionner, de relier les idées. « Journée difficile ?» maman demanda-t-elle, sans lever les yeux de son cahier de calcul. Elle percevait toujours les émotions de sa mère. « Un peu fatiguée, ma chérie, » répondit Claire avec un sourire forcé. Elle ne voulait pas inquiéter sa fille avec les affaires du juge. C'était une histoire d'adulte dangereuse même. Elle se promit simplement d'être plus prudente, de garder la tête baissée et d'espérer que le juge l'oublierait. Mais Philippe Moreau n'était pas un homme qui oubliait. C'était un homme qui planifiait. Il croyait que le monde se divisait en deux catégories, les puissants et les faibles, les marteaux et les clous. Et cette femme de ménage simplette, cette personne sans importance qui avait trébuché sur ses affaires privées, était un clou qu'il fallait enfoncer. Il ne pouvait pas la renvoyer ouvertement, cela semblerait suspect. Non, il fallait autre chose, une méthode qui l'éliminerait tout en servant d'exemple. Il fallait que ce soit légal, officiel, irréprochable en apparence. 2 semaines passèrent. La tension dans la maison du juge était devenue si dense qu'on aurait pu la trancher au couteau. Il n'était jamais là quand Claire nettoyait, mais elle sentait sa présence partout, dans la façon dont les objets sur le bureau semblaient avoir été déplacés, puis remis à leur place, comme s'ils fouillaient quelque chose. Dans les billets froids et formels qui accompagnaient désormais son paiement, un contraste avec les simples chèques laissés autrefois sur le comptoir. Elle savait qu'on la surveillait. Puis la lettre arriva, une enveloppe blanche, banale, frappée du sceau du tribunal municipal. Les mains de Claire tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. Le document à l'intérieur était rempli d'un langage administratif, dense, mais quelques mots ressortaient. Citation à comparaître. Selon la vie, elle était poursuivie pour mauvaise gestion des déchets, une infraction à un arrêté municipal dont elle n'avait jamais entendu parler. Il y était précisé qu'un certain jour, 2 mois plus tôt, elle aurait laissé des sacs poubelles sur un trottoir public. Claire s'effondra sur une chaise hébétée. « Je ne comprends pas », murmura-t-elle pour elle-même. Elle avait toujours été méticuleuse avec les ordures. Elle avait toujours utilisé les grands bacs à ordures, situés derrière les maisons où elle faisait le ménage, comme on le lui avait appris. Jamais de toute sa vie, Claire Perrin n'avait laissé un sac sur un trottoir. La convocation lui ordonnait de comparaître devant le tribunal dans 1 semaine. En bas de la page figurait le nom du magistrat, présidant l'audience, Monsieur le juge Philippe Moreau. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. C'était son œuvre. Un mensonge, une pure invention. Mais comment le prouver? Sa parole contre le sceau officiel du tribunal, sa parole contre celle d'un juge. Une vague d'impuissance l'envahit. Il allait la détruire, salir son nom, lui infliger une amende qu'elle ne pourrait pas payer et probablement la faire renvoyer. Qui voudrait embaucher une femme de ménage avec un casier judiciaire, même pour une faute mineure?
Ce soir-là, elle ne put cacher son désarroi à Adèle. Assise à la table de la cuisine, la convocation devant elle comme une condamnation à mort, elle expliqua ce qui s'était passé. Elle omit volontairement la partie concernant l'appel téléphonique. Elle ne voulait pas que sa fille connaisse toute l'étendue de la corruption du juge. Elle présenta l'affaire comme une erreur administrative incompréhensible. Adèle écouta en silence, son visage devenant plus grave à mesure que sa mère parlait. Elle prit la convocation, ses yeux la parcourant avec une intensité étonnante pour son âge. Elle ne se contentait pas de lire, elle analysait. Mauvaise gestion des déchets. Arrêté municipal, 214. B, murmura-t-elle en suivant la ligne du doigt. L'adresse indiquée est le 14 rue des Chênes. Ce n'est pas la maison du juge. Si, répondit Claire, la voix tremblante. Mais, Adèle, je te jure que ce n'est pas moi. Jamais je n'aurais fait ça. Je te crois, maman, dit calmement Adèle d'une voix posée. C'était comme un renversement des rôles. La fille apaisait désormais la mère. Ce n'est pas une erreur, ajouta-t-elle après un instant de réflexion. C'est délibéré. Elle se leva et se dirigea vers la petite bibliothèque encombrée du salon. Elle contenait surtout les livres d'école d'Adèle et quelques vieux romans, mais sur l'étagère du bas, couverte d'une fine couche de poussière, reposait une série d'ouvrages reliés de cuir. Ils avaient appartenu au grand-père de Claire, donc à l'arrière-grand-père d'Adèle, le capitaine Michel Ferrenault. Ancien héros de guerre et figure locale respectée, il s'était illustré par son courage inébranlable. À son retour du front, il avait utilisé les bourses d'anciens combattants pour faire des études de droit. Il n'était jamais devenu riche, ni célèbre, mais avait exercé comme avocat de province défenseur des petites gens. Il avait consacré sa vie à protéger ceux que l'argent et le pouvoir écrasaient. Il était mort depuis longtemps, mais il avait laissé derrière lui ses biens les plus précieux, sa bibliothèque juridique et ses journaux personnels. Adèle avait commencé à les lire à 12 ans d'abord, par curiosité puis par passion. Elle y apprit les principes du droit, les rouages des procédures judiciaires et les valeurs morales censées guider la justice. Elle absorbait tout comprenant les subtilités des motions et objections, le poids des précédents, la précision du langage juridique, mieux que bien des étudiants de première année de droit. C'était son monde secret, un refuge où son esprit s'évadait lorsque les drames du lycée lui semblaient insignifiants. Elle tira l'un des lourds volumes de l'étagère guide du citoyen, droit municipal et administratif, gravé en lettres dorées ternies. Elle l'ouvrit sur la table à côté de la convocation. « Ne t'inquiète pas, maman, » dit Adèle les yeux brillants d'une flamme que Claire ne lui connaissait pas. Il croit avoir acculé une souris effrayée. Elle leva les yeux vers sa mère, le visage empreint d'une détermination glaciale. Mais il ignore qu'il vient de marcher sur un piège à tigre. Pendant ce temps, le juge Philippe Moreau siégeait dans son bureau, incarnation même de l'autorité judiciaire. La pièce, son sanctuaire, semblait faite pour intimider la lumière du jour, peinait à traverser les hautes fenêtres étroites, laissant les coins dans une pénombre permanente. L'odeur du papier ancien et du cirage emplissait l'air. Il ajusta le nœud de sa cravate de soie, un sourire satisfait, effleurant ses lèvres, puis consulta le registre des affaires à venir. Quand il arriva au dossier MC 2025-784, ville de Saint-Clair-C, Perrin. Claire, il s'arrêta. Une simple infraction municipale, une amende de 50 €. Rien, et pourtant tout. C'était le premier coup d'un jeu que lui seul pensait maîtriser. Son greffier, un homme timide, nommé Arthur Fauchon, frappa doucement avant d'entrer. Cela faisait 10 ans qu'il travaillait pour le juge Moreau, 10 ans à plier l'échine en échange d'un salaire régulier. Il savait reconnaître les signes d'une colère imminente. « La citation pour Madame Perrin a bien été délivrée, monsieur le juge », dit-il en évitant son regard. « Très bien, » répondit Moreau, sans lever les yeux de ses dossiers.
Elle est convoquée mardi prochain. Monsieur le juge osa Fauchon après une hésitation. J'ai remarqué que la contravention a été rédigée par l'agent Michel Martin. Il travaille d'habitude sur la circulation, pas sur les affaires de salubrité. C'est un peu inhabituel. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que la contravention a été rédigée par l'agent Michel Martin. Il travaille d'ordinaire dans la circulation à l'autre bout de la ville. C'est un peu étrange qu'il rédige une infraction de salubrité pour la rue des Chênes, dit Arthur Fauchon d'une voix hésitante. Le juge Philippe Moreau leva enfin les yeux, son regard si perçant que Fauchon tressaillit. « Êtes-vous en train de remettre en question la validité d'un procès-verbal établi par un officier, Monsieur Fauchon ?» demanda-t-il d'un ton glacé. « Non, bien sûr que non, monsieur le juge. C'est simplement que c'est Claire Perrin. Elle fait le ménage chez mon cousin depuis des années. C'est la personne la plus honnête et la plus soigneuse que l'on puisse imaginer. Cela ne lui ressemble pas du tout. » Le juge s'adossa lentement à son large fauteuil de cuir et joignit les doigts sous son menton. Il aimait ces moments, ces occasions de rappeler à ses subordonnés leur place. Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent, Arthur. Peut-être que cette nature méticuleuse n'était qu'une façade, ou peut-être a-t-elle simplement commis une erreur. La loi, comme vous le savez, se moque du caractère. Elle ne s'intéresse qu'aux faits. Et le fait est qu'une contravention a été dressée. Fauchon hocha la tête nerveusement. Il savait qu'il valait mieux ne pas insister. Le juge Moreau avait la rancune tenace. Il se souvenait encore de ce qui était arrivé à la greffière qui avait osé corriger la grammaire du juge à voix haute. Elle avait été mutée aux archives du sous-sol la semaine suivante. « Bien sûr, monsieur le juge » murmura Fauchon en reculant prudemment vers la porte. Le sourire du juge revint dès que la porte se referma derrière lui. Tout était si facile. Il avait simplement sollicité un petit service auprès d'un commandant de police qui lui devait une faveur. Un agent docile avait ensuite été envoyé pour rédiger une fausse contravention antidatée. Une accusation fragile, certes, mais elle n'avait pas besoin d'être solide. Son seul but était de faire comparaître Claire Perrin devant son tribunal sur son territoire où lui fixaient les règles. Il la déclarerait coupable, lui infligerait une amende symbolique, puis passerait un coup de fil discret à l'agence de services ménagers qui l'employait. Il exprimerait sa déception d'apprendre que l'on confiait des postes à une femme ayant un casier judiciaire. Elle serait congédiée, ruinée, et personne ne pourrait jamais relier l'affaire à lui. Une solution élégante, propre, irréprochable. Pendant ce temps, dans le petit appartement des Perrin, un tout autre type de plan prenait forme. 3 nuits durant. Adèle dormit à peine. Elle s'entoura des livres de son arrière-grand-père et consulta les textes de loi. Elle compara l'arrêté municipal mentionné dans la convocation avec les articles du Code général, des collectivités territoriales et du Code pénal. Elle étudia les règles de preuve, les conditions d'émission d'un procès-verbal et les exigences de procédure d'un tribunal municipal. Claire l'observait partagée entre la fierté et la peur. Sa fille si calme et brillante était en train de se transformer sous ses yeux. Elle travaillait avec une rigueur impressionnante, parlant de droit et de principes juridiques, comme s'ils lui étaient familiers depuis toujours. Ils n'ont pas respecté la procédure. Maman annonça Adèle le 3e soir, levant les yeux d'un épais volume intitulé « Principes du droit administratif ». « Que veux-tu dire, ma chérie ?» demanda Claire en posant une tasse de thé sur le coin libre de la table. Une infraction comme celle-ci exige que l'agent ait constaté les faits personnellement, expliqua Adèle d'une voix claire et assurée. Sinon, il faut une plainte signée d'un citoyen ayant assisté à l'infraction. La convocation ne mentionne aucun plaignant. Elle dit simplement qu'un procès-verbal a été dressé. C'est la première faille. Elle sortit un cahier rempli de notes.
Deuxième point, la contravention doit être remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception. Celle-ci a été envoyée par simple courrier. C'est une erreur de procédure. Cela signifie que le tribunal pourrait ne pas avoir de compétences personnelles. Claire la regardait stupéfaite. « Comment sais-tu tout cela ?» Adèle. La jeune fille tapota la couverture du livre devant elle. « C'est arrière-grand-père Michel qui me l'a appris, » dit-elle avec un petit sourire. Il écrivait des notes dans les marges de ses ouvrages. C'est comme s'il était encore là pour tout m'expliquer. Elle désigna une annotation manuscrite à côté d'un paragraphe dense. La procédure est le fondement de tout. Ils peuvent avoir tout le pouvoir du monde, mais s'ils ne respectent pas les règles, leur affaire repose sur du sable. Une lueur d'espoir s'alluma dans la poitrine de Claire. Pour la première fois depuis la réception de la convocation, elle se sentit moins impuissante. « Alors que devons-nous faire ?» demanda-t-elle. « Nous ne contestons pas encore les faits, » répondit Adèle visiblement plusieurs coups d'avance. « Si tu te contentes de dire « je ne l'ai pas fait », ce sera ta parole contre celle d'un agent et le juge t'écrasera. Il faut attaquer le processus lui-même, montrer que l'affaire est invalide avant même qu'elle ne commence. » Les jours suivants, Adèle prépara tout. Elle rédigea pour sa mère une déclaration claire, simple et respectueuse mais ferme. Elle y soulevait 2 points, l'absence d'un plaignant identifié et l'irrégularité dans la notification de la convocation. « Souhaitez-vous que Toi Tieptukfan Sotu Joanshi made 3 copies ?» Adèle fait 3 copies et appelle le service de propreté de la ville Santieng Fap Teo Kung Fonkash Chuan Fap Luat, Von Ksui Kechuyen. Elle fit 3 copies du document, une pour sa mère, une pour le greffier du tribunal et une pour le procureur de la République. Puis elle passa un coup de téléphone. Elle chercha le numéro du service municipal d'hygiène et de salubrité. Et se faisant passer pour une étudiante travaillant sur un projet d'éducation civique, elle posa à un superviseur aimable une série de questions apparemment innocentes. « Pourriez-vous m'expliquer comment votre service traite les plaintes concernant les déchets déposés de manière inappropriée ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Le superviseur lui expliqua la procédure. Une plainte est enregistrée. Un agent d'hygiène est ensuite dépêché sur place pour vérifier la situation, et ce n'est qu'après cette vérification qu'un procès-verbal est dressé souvent après un simple avertissement. Donc, un agent de la circulation ne rédigerait jamais ce type de contravention, demanda Adèle avec un sourire poli. L'homme éclata de rire. Certainement pas. Les policiers de la circulation n'ont rien à voir avec la gestion des déchets. Ils ne sauraient même pas quelle ordonnance invoquer. Tout cela relève de notre service ou du service du Code de l'urbanisme. Pourquoi ces questions? Je suis simplement curieuse de comprendre comment les différents services municipaux collaborent entre eux, répondit-elle avec aisance. Merci beaucoup, vous m'avez été très utile. Elle raccrocha un éclat de satisfaction, dur dans le regard. Elle venait de trouver son 3e angle d'attaque. La contravention n'était pas seulement entachée d'irrégularités procédurales, elle était aussi incompétente juridiquement. Le jour de l'audience arriva comme un nuage d'orage. Claire avait la nausée. Elle portait sa plus belle robe du dimanche, une tenue bleu marine simple qui la faisait se sentir terne et insignifiante. À ses côtés, Adèle, vêtue d'un pull gris sobre, paraissait une adolescente ordinaire, mais ses yeux étaient vifs et concentrés. Elle tenait la fine sacoche en cuir ayant appartenu à son arrière-grand-père. À l'intérieur se trouvaient ses notes, les copies de la déclaration et un petit exemplaire usé de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le tribunal municipal de Saint-Clair bourdonnait d'agitation. Des gens entraient et sortaient, les visages tendus par l'inquiétude. Claire et Adèle s'assirent sur un banc de bois dur, attendant leur tour.
Les mains de Claire étaient si crispées sur ses genoux que ses phalanges en étaient blanches. « Respire, maman », murmura Adèle en posant une main rassurante sur son bras. « Souviens-toi de ce qu'on a répété. Reste calme. Énonce simplement les faits sans émotion. » Lorsque le greffier appela enfin le nom de Claire Perrin, ses jambes fléchirent. Elle s'avança vers la table de la défense Adèle, quelques pas derrière. En levant les yeux vers le banc des juges, elle croisa le regard glacé de Philippe Moreau. Son visage affichait une indifférence parfaite, mais Claire y décelait une lueur de triomphe. Il la tenait enfin sous son contrôle. Affaire Nuru MC 2025-784. Ville de Saint-Clair contre Perrin. Claire annonça le juge, sa voix résonnant dans la salle. L'accusation violation de l'arrêté municipal 214B, dépôt irrégulier de déchets. Comment plaidez-vous? Madame Perrin. La gorge sèche. Claire prit une profonde inspiration et serra la feuille préparée par Adèle. Monsieur le juge, commença-t-elle la voix légèrement tremblante avant d'entrer dans un plaidoyer. Je souhaiterais soulever une question de procédure pour qu'elle soit consignée au dossier. Un sourcil du juge se leva. Ce n'était pas la réaction qu'il attendait d'une femme de ménage timide et peu instruite. Il s'était préparé à un déni en larmes ou à un aveu marmonné de culpabilité. « Une question de procédure », répéta-t-il, un ton de mépris dans la voix. « Madame Perrin, il s'agit d'une simple audience municipale, pas d'un procès devant la cour d'appel. La procédure ici, c'est de plaider coupable ou non coupable, avec tout le respect que je vous dois. Monsieur le juge, poursuivit Claire, retrouvant un peu de force, en lisant mot pour mot le texte qu'Adèle avait rédigé. Je crois qu'il existe des irrégularités fondamentales dans la convocation elle-même, qui doivent être examinées avant toute chose. Un léger murmure parcourut le public. Le procureur de la ville, un jeune homme débordé qui tuait le temps avec des mots croisés, leva les yeux avec irritation. L'expression du juge se durcit. Et quelles seraient donc ces irrégularités fondamentales? Lança-t-il d'un ton moqueur. Claire prit une nouvelle inspiration. C'était le moment. Premièrement, monsieur le juge, je souhaite demander officiellement une copie de la plainte assermentée à l'origine de cette contravention. L'article 4A du règlement du tribunal municipal stipule qu'une citation de ce type doit être fondée sur une plainte faite sous serment. La convocation que j'ai reçue n'en fait aucune mention. Le juge resta un instant interdit. Il la fixait stupéfait. Les mots étaient en les siens, mais la précision, la clarté, la référence exacte à un texte de loi, tout cela dépassait largement son profil. Il lança un regard furieux au procureur qui se mit à fouiller nerveusement le dossier. « Eh bien », aboya le juge. Le jeune homme se leva le visage rougi. « Monsieur le juge, le dossier ne contient que le procès-verbal établi par l'agent Martin. Aucune plainte de particulier n'y figure. » La mâchoire du juge se crispa. Ce n'était qu'un léger contretemps, facilement contournable. La déclaration assermentée de l'agent ayant constaté l'infraction tient lieu de plainte Madame Perrin. C'est la procédure habituelle. Je comprends, monsieur le juge, répondit Claire d'une voix posée. Passant au point suivant de son texte, Claire reprit d'une voix plus assurée. Dans ce cas, monsieur le juge, je dois soulever un second point. La convocation m'a été envoyée par courrier ordinaire. Or, selon l'article 4D du règlement du tribunal, une convocation doit être remise en main, propre par un huissier ou envoyée en courrier, recommandé avec accusé de réception. Le tribunal ne pouvant produire aucun reçu signé, je considère que la notification est irrégulière et que par conséquent, cette juridiction n'a pas compétence personnelle à mon égard dans cette affaire. La salle d'audience devint soudain parfaitement silencieuse. Tous les regards étaient détournés vers Claire. Le procureur bouche bée ne savait plus quoi dire.
Jamais il n'avait entendu un prévenu de ce genre d'audience invoquer la notion de compétence de juridiction. Le visage du juge Moreau prit une teinte écarlate. La femme de ménage naïve ne suivait plus son scénario. Elle lui renvoyait ses propres règles de procédure à la figure. Il abattit violemment sa main sur le bureau, non pas avec le maillet, mais avec la paume ouverte. Le bruit résonna dans toute la salle. « Madame Perrin, je commence à me lasser de ces enfantillages, » gronda-t-il. « Vous avez manifestement reçu des conseils d'un avocat de couloir. Permettez-moi de vous assurer que ces détails techniques ne vous sauveront pas. Alors, pour la dernière fois, comment plaidez-vous » Le courage de Claire vacillait sous son regard de fer. Elle tourna les yeux vers Adèle, qui lui adressa un léger hochement de tête à peine perceptible. C'était le moment du dernier argument. « Monsieur le juge, » dit Claire, sa voix désormais ferme et claire. « Mon dernier point n'a rien d'un détail technique. La contravention a été rédigée par un agent de la circulation. Or, après avoir contacté le service d'hygiène de la ville, j'ai obtenu confirmation que l'application de l'arrêté 214 B relève exclusivement de leurs compétences ou de celles du service du Code de l'urbanisme. Par conséquent, la contravention semble invalide, ayant été émise par un agent n'ayant pas l'autorité requise. » Elle marqua une pause avant d'énoncer la phrase finale, celle qu'Adèle avait soigneusement écrite pour elle. « Compte tenu de ces 3 erreurs graves, procédurales et juridictionnelles, je demande le rejet pur et simple des charges. » Un souffle de stupeur parcourut la salle. Une femme de ménage sans avocat venait de se lever face au juge Moreau et de démonter méthodiquement tout le dossier contre elle avant même que le procès n'ait réellement commencé. Le juge la fixa, le visage tordu par la colère. Son plan si bien conçu s'effondrait. Il avait voulu la ridiculiser, l'écraser discrètement. Au lieu de cela, elle venait de le mettre lui et le procureur en position de faiblesse. Il l'avait sous-estimé, ou plutôt, il avait sous-estimé celle qui lui soufflait ses arguments. Son regard glissa vers la jeune fille blonde, assise à ses côtés, qui le fixait d'un calme analytique déroutant. Ce n'était plus une simple vengeance silencieuse. C'était devenu une remise en cause publique de son autorité et le juge Philippe Moreau ne supportait pas qu'on le défie. « Requête rejetée », tonna-t-il la voix vibrante d'une rage à peine contenue. « L'affaire suivra son cours. Puisque vous semblez si désireuse de contester, nous fixerons une date pour un procès complet. Et Madame Perrin, ajouta-t-il, en se penchant vers elle et en pointant un doigt accusateur. Je vous conseille de bien réfléchir à vos prochaines actions. Faire perdre du temps à ce tribunal a des conséquences. » Il abattit son maillet les yeux, lançant des éclairs de menace. Claire sentit une vague de désespoir la submerger. Elle avait tout fait correctement, et il venait de balayer ses efforts d'un geste. Mais lorsqu'elle se retourna, elle croisa le regard d'Adèle. Ce n'était ni la peur ni la déception qu'elle y lut, mais l'expression froide et calculatrice d'une stratège qui venait d'analyser le mouvement de son adversaire et préparait déjà sa contre-attaque. Le juge venait d'intensifier la bataille et Adèle était prête à l'amener. Le retour à pied depuis le tribunal se fit dans un silence pesant plus lourd que n'importe quelle parole. L'étincelle d'espoir qui avait brillé chez Claire venait d'être étouffée par le maillet du juge. Elle avait l'impression d'être tombée dans un piège d'acier et en essayant d'en sortir, d'avoir seulement refermé ses mâchoires sur elle. Elle serrait son sac contre elle, les jointures blanches, rejouant sans cesse dans sa tête les dernières paroles menaçantes du juge. Faire perdre du temps à ce tribunal a des conséquences. « J'aurais pas dû t'écouter, Adèle, » murmura-t-elle enfin d'une voix brisée. « J'aurais dû simplement payer l'amende. Maintenant, il est en colère. Il va empirer les choses. » Adèle s'arrêta sur le trottoir et se tourna vers sa mère. Le soleil de l'après-midi illuminait ses cheveux blonds, d'une lumière dorée presque céleste, mais son regard n'avait rien d'angélique.
Il était brûlant de détermination. « Non, maman, dit-elle, d'une voix basse et posée. Payer l'amende, ça aurait été admettre ta culpabilité. Tu aurais reconnu un délit que tu n'as pas commis. Tu aurais eu un casier, et surtout, tu lui aurais donné la victoire, avant même que la bataille ne commence. Nous avons fait ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait, répéta Claire la voix tremblante d'un début d'hystérie. Ce qu'il fallait m'a valu un procès dans son tribunal, avec lui comme juge. Quelle chance est-ce que j'ai? Une meilleure que tu ne crois, répondit Adèle, sans vaciller la conviction ancrée dans chaque mot. Il est en colère, parce qu'il a l'habitude que les gens aient peur, dit calmement Adèle. Il s'attendait à ce que tu pleures et que tu t'excuses. Quand tu lui as tenu tête, tu l'as déstabilisé. Il a commis une erreur aujourd'hui. Une erreur, demanda Claire, déconcertée. Oui, il a tout nié et a fixé une date de procès. En faisant cela, il a montré son jeu, expliqua Adèle, reprenant sa marche d'un pas vif et déterminé. Il a révélé que tout cela n'a plus rien à voir avec une simple contravention d'hygiène. C'est devenu personnel. Et quand un juge agit par vengeance, il cesse d'être un juge. Il devient un tyran. Et les tyrans, eux, finissent toujours par faire des erreurs. De retour à l'appartement, Adèle se dirigea directement vers la bibliothèque. Cette fois, elle ne prit pas les livres sur le droit municipal, mais les lourds volumes reliés consacrés à l'éthique judiciaire et à la déontologie des magistrats. Elle en ouvrit un sur la table de la cuisine, la reliure craquant sous la pression. Pendant 1 heure, elle lut en silence, ses yeux dévorant chaque ligne son esprit, en pleine ébullition. Depuis le canapé, Claire l'observait le cœur serré, entre la peur et la fierté. Elle était terrifiée pour sa fille. Cet enfant de 17 ans, brillante mais encore si jeune, s'attaquait à un homme puissant et impitoyable. Pourtant, en la voyant ainsi concentrée, parcourant ces textes juridiques complexes avec la facilité d'un roman, Claire ressentit un profond émerveillement. On aurait dit que l'esprit du capitaine Michel Ferrenault planait dans la pièce, guidant la main d'Adèle. Enfin, Adèle releva la tête, une lueur nouvelle dans les yeux. « J'ai un plan, dit-elle simplement. » Le plan était audacieux, risqué, et il exigeait de Claire une confiance absolue envers sa fille de 17 ans. La première chose à faire, commença Adèle, c'est de le faire écarter du dossier. Nous devons déposer une requête en récusation. « Une requête en quoi ?» demanda Claire interloquée. « En récusation, expliqua Adèle. Cela veut dire demander qu'un autre juge prenne le relais. Nous allons plaider qu'il existe un biais manifeste de sa part. À ton encontre, ce qui rend impossible un procès équitable, ton droit constitutionnel fondamental. » Claire secoua la tête. Il refusera. Il dira que je fais perdre du temps au tribunal. Peut-être, admis Adèle, mais la requête en soi est une arme. Nous ne la déposons pas seulement au tribunal, nous créons une trace écrite. Le document détaillera toute la nature suspecte de la contravention, son comportement agressif à l'audience et sa relation personnelle avec toi en tant qu'employeur. Cela le mettra en garde. Et s'il refuse de se récuser, puis te condamne, nous aurons une base solide pour un appel. Nous bâtissons un dossier contre lui. Durant la semaine suivante, leur petit appartement se transforma en véritable salle de guerre juridique. Adèle passa des heures à la bibliothèque municipale, utilisant les ordinateurs pour consulter la jurisprudence et les précédentes décisions, où des juges avaient été écartés pour bien moins. Elle imprima des articles, surligna des passages, classa tout méthodiquement sur le sol. Puis, elle se mit à rédiger la requête. Elle consulta le vieux dictionnaire juridique de son arrière-grand-père pour choisir chaque mot avec précision. Son écriture, habituellement fluide et élégante, devint nette et ferme. Elle structura son argumentation en 3 parties.
Premièrement, la relation personnelle. Elle démontra que le rôle du juge Moreau, en tant qu'employeur de Claire, constituait un conflit d'intérêts évident. Comment un juge pouvait-il être impartial envers quelqu'un avec qui il entretenait un lien professionnel et financier direct? Deuxièmement, sa conduite à l'audience. Elle cita mot pour mot ses propos méprisants et menaçants, soulignant qu'ils révélaient un préjugé clair, avant même l'examen des faits. Elle invoqua les canons de déontologie judiciaire, qui imposent à tout magistrat de faire preuve de patience, de dignité et de courtoisie. Troisièmement, l'origine suspecte de l'affaire. Elle laissa entendre que cette contravention ressemblait moins à une poursuite légitime qu'à une manœuvre d'intimidation. Elle n'avait pas de preuves concrètes de son implication directe, mais elle pouvait semer le doute. Pendant qu'Adèle élaborait la stratégie juridique, Claire avait un rôle à jouer. « Maman, il faut que tu réfléchisses », lui dit-elle. Le juge a-t-il déjà fait ou dit quelque chose d'étrange? Encouragée par le courage de sa fille, Claire finit par lui confier la vérité sur l'appel téléphonique qu'elle avait entendu la conversation sur la ferme des Renault et le plan du juge pour exproprier un vieil homme en abusant de son pouvoir. Les yeux d'Adèle s'écarquillèrent. « Voilà le mobile », souffla-t-elle. « Ce n'est pas seulement une vengeance parce que tu as entendu quelque chose, c'est une tentative pour discréditer un témoin potentiel. » Elle intégra soigneusement cette nouvelle information dans la requête, la formulant avec prudence. Elle ne l'accusait pas directement d'un crime, mais laissait assez d'indices pour qu'un autre juge ou un journaliste curieux comprenne que cette affaire cachait bien plus qu'une simple amende municipale. Au lieu d'accuser directement le juge, Adèle formula les choses avec subtilité. Elle expliqua que Claire avait par inadvertance eu connaissance d'informations sensibles concernant les affaires personnelles du magistrat, et que le moment choisi pour la citation survenue quelques jours seulement après cet incident paraissait hautement suspect. La veille du procès, Adèle fit un autre mouvement décisif. Elle savait qu'une requête déposée dans le silence d'un tribunal pouvait facilement être ignorée. Il lui fallait un témoin. Elle chercha alors le numéro du journal local, le Courrier de Saint-Clair, et demanda à parler au service de la rédaction. On l'a mis en relation avec un journaliste nommé Benoît Caron. « Je m'appelle Adèle Perrin », dit-elle, d'une voix posée et assurée. « Ma mère Claire Perrin est citée à comparaître demain dans le tribunal du juge Philippe Moreau. Je crois qu'il existe de sérieuses questions de manquement à l'éthique judiciaire dans cette affaire. Cela pourrait vous intéresser. » Benoît Caron était un reporter chevronné, habitué à couvrir les affaires du palais de justice depuis des années. Il restait sceptique. Il recevait chaque semaine des dizaines d'appels de prévenus affirmant que le juge avait été injuste. Mais il y avait quelque chose dans la voix de cette jeune fille, une gravité, une maîtrise des faits, qui le poussa à écouter. Intrigué, il promit d'assister à l'audience. Le matin du procès fut encore plus tendu que la première audience. La salle était plus remplie cette fois-ci. Benoît Caron s'était installé au fond carnet, ouvert sur les genoux. Le juge Moreau entra sa robe noire, flottant derrière lui comme une cape. Il paraissait plus sévère que jamais, plus autoritaire encore. Il prit place, leva les yeux vers Claire et Adèle, et d'une voix grave déclara « Nous sommes réunis pour l'affaire opposant la ville de Saint-Clair à Madame Claire Perrin. La défense est-elle prête à procéder? » La main de Claire tremblait, mais elle se leva tenant les pages préparées par sa fille. « Monsieur le juge, avant le début du procès, je souhaite déposer une requête formelle en récusation. » Elle s'avança et remit une copie au greffier, qui la transmit au juge, puis une autre au procureur visiblement stupéfait. Le juge Moreau prit le document et parcourut la première page. Un tic nerveux agita sa mâchoire. À mesure qu'il lisait, son visage se durcissait davantage. Il y trouva les citations exactes des règlements de son propre tribunal, la transcription de ses propres paroles,
la mention de sa position d'employeur de la prévenue, et enfin l'allusion subtile mais indéniable à l'affaire de la ferme des Renault. Lorsqu'il releva les yeux, ses prunelles brillaient d'une froide colère. Il vit Adèle immobile, le fixant calmement, puis son regard glissa vers Benoît Caron, assis au fond, en train de griffonner frénétiquement des notes. Le juge comprit. Ce n'était plus une simple contravention, c'était une embuscade. Il était piégé, non pas sur les faits, mais sur les apparences. S'il rejetait la requête et condamnait Claire, le journaliste ferait les gros titres. Un juge puissant, accusé de partialité, condamne sa propre employée. Un long silence s'installa. Le juge, le document à la main, resta figé. Il était un homme habitué à contrôler chaque détail, chaque respiration dans sa salle. Et pour la deuxième fois, cette adolescente lui avait arraché ce contrôle. Il n'avait plus que deux options: poursuivre et risquer le scandale public, ou battre en retraite et sauver ce qu'il restait de son autorité. Il choisit la retraite, mais avec la dignité du stratège blessé. Le tribunal a examiné la requête de la défense, déclara-t-il d'une voix tendue, bien que les allégations de partialité soient totalement infondées et pour tout dire insultantes. Je suis conscient des exigences élevées auxquelles un juge doit se conformer. Il marqua une pause, serrant les dents. Afin d'éviter même l'apparence d'un conflit d'intérêts, j'accorde la demande. Je me récuse de cette affaire. Il lança un regard glacial à Claire. L'audience sera reportée et confiée à un autre magistrat. Cette séance est levée. Il abattit son maillet d'un coup si fort qu'il fit sursauter toute la salle, puis quitta la pièce par la porte réservée aux juges sans se retourner. Un immense soulagement submergea Claire. Ses jambes se dérobèrent presque sous elle. Elle s'assit la main sur la poitrine. « On a réussi », murmura-t-elle à sa fille. « Tu as réussi », répondit doucement Adèle, les yeux toujours rivés sur la porte par laquelle le juge venait de disparaître. Mais ce n'est qu'une bataille. La guerre est loin d'être terminée. Il est encore plus en colère maintenant, et il sait enfin qui il affronte. Alors qu'elle rangeait leurs papiers, Benoît Caron s'approcha d'elle. « C'est la chose la plus remarquable que j'ai jamais vue dans cette salle d'audience, » dit-il les regardant avec un mélange d'incrédulité et d'admiration. « Je suis Benoît Caron, du Courrier de Saint-Clair. Puis-je vous poser quelques questions? » Adèle jeta un regard à sa mère qui hocha la tête. « D'accord, » répondit-elle. « Cette requête était un bijou de rédaction juridique, » dit le journaliste impressionné. « Dans quelle faculté de droit avez-vous étudié? » Adèle esquissa un petit sourire. « Je suis en première au lycée Saint-Clair. Je lis simplement beaucoup. » La mâchoire du journaliste se décrocha. Il regarda Adèle, puis Claire, puis de nouveau la jeune fille stupéfait devant ce génie adolescent qui venait à elle seule de forcer un juge à plier. Un élève de première au lycée avait fait cela. Benoît Caron secoua la tête. Stupéfait, c'était une histoire bien plus importante qu'il ne l'avait imaginée. Il les interrogea sur l'affaire. Adèle expliqua calmement les vices de procédure et le conflit d'intérêts, s'en tenant aux faits et évitant tout langage émotionnel. Mais lorsque le journaliste évoqua la référence aux affaires privées du juge Adèle, se retint. « Nous ne pouvons pas commenter cette partie, » répondit-elle fermement. « Ce n'est plus pertinent pour le dossier de ma mère. » Elle savait que révéler maintenant les détails de l'affaire de la ferme Renault serait une erreur, c'était son atout secret, une information trop précieuse pour la livrer au journal Un Levier. Le lendemain, un petit article parut à la une de la rubrique locale du Courrier de Saint-Clair. Le titre annonçait « Le juge se récuse dans l'affaire de la femme de ménage après des accusations de partialité ». L'article était rédigé avec soin, mais l'implication était claire. Le juge Moreau avait été contraint de se retirer d'une affaire contre sa propre employée en raison de sa conduite douteuse. Pour le magistrat,
C'était une humiliation publique. Assis dans son bureau, le journal étalé devant lui, les poings serrés, il se sentit doublé et surpassé non par un avocat influent, mais par une adolescente munie d'une carte de bibliothèque. Son plan discret et soigné pour ruiner Claire Perrin avait explosé en plein visage et s'était transformé en spectacle public, menaçant sa réputation. La jeune fille Adèle était désormais la source du problème, intelligente, débrouillarde, dangereuse. Il décrocha le téléphone et appela d'abord le commandant de police qui lui devait un service. « Je veux que vous découvriez tout ce que vous pouvez sur une fille de 17 ans, nommée Adèle Perrin, ordonna-t-il la voix froide. Ses établissements scolaires, ses amis, ses notes, le moindre incident. Je veux savoir où elle prend son déjeuner, avec qui elle parle. Fouillez discrètement. » Son second appel fut pour un homme issu d'une vieille affaire immobilière. Peu recommandable, un détective privé nommé Silas Croft. Croft était spécialisé dans la recherche de compromettants coûteux, mais méthodiques. Silas, dit le juge, j'ai une nouvelle cible pour toi. Une mère et sa fille, Claire et Adèle Perrin. Surveillez-les, trouvez leurs faiblesses. Donnez-moi quelque chose que je puisse utiliser pour les écraser. Quelque chose qui ne me renverra jamais à toi. Le juge raccrocha. Il en avait assez des tours juridiques subtils. La jeune fille voulait jouer dur. Elle ignorait jusqu'où pouvait aller le salissement des mains dans ce jeu. Il se renfonça dans son fauteuil, un sourire cruel aux lèvres. La règle de droit l'avait trahi. Il était temps d'écrire ses propres règles. La récusation avait été une victoire, mais sans paix. L'appartement des Perrin, jadis sanctuaire, ressemblait désormais à un bocal d'aquarium. Une sensation vague et oppressante d'être observée s'installa autour de Claire. Elle remarqua la même berline grise garée dans la rue quand elle partait le matin, et toujours là à son retour le soir. Des coïncidences, se persuadait-elle, mais son cœur savait mieux. Silas Croft faisait bien son travail, homme de l'ombre spectre armé d'un téléobjectif. Pour lui, les gens n'étaient là pas des âmes, mais des ensembles d'habitudes, de routines et de points faibles. Pendant une semaine, il observa Claire et Adèle. Il documenta chacun de leurs déplacements, l'itinéraire de bus de Claire, l'épicerie où elle faisait ses courses, la petite église qu'elle fréquentait le dimanche, le chemin d'Adèle vers le lycée, la bibliothèque où elle passait ses après-midi. Ses premiers rapports au juge furent décevants. « Les sujets sont propres », déclara-t-il sur un téléphone jetable. La mère travaille, paie ses factures et rentre chez elle. La fille étudie. Pas de petite amie, pas de mauvaises habitudes, même pas un rappel disciplinaire. Elles sont ennuyeuses. Les gens ennuyeux ont des secrets, répliqua le juge, la voix venimeuse d'impatience. Tout le monde a un point de pression. Trouve-le. Je veux que tu regardes du côté de l'arrière-grand-père de la fille, le capitaine Michel Renaud, le héros local. Vois ce que tu peux trouver. Les héros ont souvent les ombres les plus sombres. Alors que Croft fouillait le passé, Adèle préparait l'avenir. Elle comprit que le conflit avait dépassé la salle d'audience. Le juge n'utilisait plus seulement la loi, il mobilisait son pouvoir. Pour lutter contre le pouvoir, il lui fallait autre chose que la théorie juridique. Il lui fallait l'information. L'héritage de son arrière-grand-père valait bien plus que ses manuels de droit. Dans un vieux coffre poussiéreux sous son lit, Adèle retrouva ses journaux, des dizaines de carnets de cuir, remplis d'une écriture fine et précise. Pendant des années, elle les avait pris pour de simples journaux intimes. En les lisant, elle découvrit qu'il s'agissait d'un registre méticuleux de sa carrière d'avocat dans la région dossiers clients adversaires. Il avait écrit longuement sur la corruption subtile qui coulait comme un poison sous la surface paisible de la ville, consignant à corps en coulisses poignées de main qui contorsionnaient la loi et les manières discrètes dont les riches et les puissants se protégeaient entre eux. Un nom revenait sans cesse, même 30 ans plus tôt. Moreau, non pas le juge, Philippe Moreau, anciennement Moreau, mais son père,
Philippe Moreau Senior, un promoteur immobilier impitoyable. Adèle lut comment le vieux Moreau avait utilisé des échappatoires juridiques et ses relations politiques pour acquérir des terrains pour une bouchée de pain, poussant hors de leurs terres petits paysans et commerces familiaux. Le capitaine Michel Ferrenault l'avait affronté à plusieurs reprises, remportant certaines batailles et en perdant d'autres. Dans ses carnets, il décrivait les Moreau père et fils, comme des hommes qui voyaient la loi non pas comme un bouclier pour les innocents, mais comme un marteau pour ériger leur empire. Wally à l'ambition de son père, avait-il griffonné dans une note datée de 1995, peu après la première nomination de Philippe Junior. Comme jeune magistrat, il lui manque le charisme de son père. C'est un homme plus froid, plus cassant. Il réclame le respect plus que l'argent, et il écrasera quiconque le lui refuse. C'est un homme à surveiller. Lire les mots de son arrière-grand-père donna à Adèle la sensation de recevoir un message d'un fantôme. Il l'avertissait, lui apprenait à travers les décennies. Il lui montrait l'ennemi. L'avis de la nouvelle date de procès arriva, l'affaire avait été confiée à la juge Esther Friedman. Adèle courut aussitôt à la bibliothèque et passa une soirée à se renseigner sur elle. La juge Friedman était l'opposée de Moreau, ancienne avocate de la défense, réputée pour son esprit vif, son absence de tolérance pour le paraître et son attachement strict à la lettre de la loi. Adèle comprit qu'elle ne pourrait pas s'appuyer sur les mêmes artifices procéduraux avec la juge Friedman. L'affaire porterait sur les faits et le seul fait tangible restait le procès-verbal d'un agent de police. « Il faut discréditer l'agent », dit Adèle à sa mère. « Il faut prouver qu'il n'était pas sur place ou qu'il avait un motif de mentir. » C'est alors que la guerre d'ombre du juge commença à les frapper directement. Un après-midi, Claire reçut un appel de Madame Gable, une de ses clientes de longue date. La voix contrite. « Claire, je suis désolée, je vais devoir me séparer de toi. Le cabinet de mon mari fait des affaires avec la mairie. On nous a conseillé de changer. » Claire raccrocha la main tremblante, certaine avec une certitude absolue que Philippe Moreau en était l'instigateur. Il coupait méthodiquement ses sources de revenus pour la forcer à céder. 2 jours plus tard, un autre client annula. La pression financière devint énorme, déjà sur un budget serré, avec la moitié de ses gains en moins. Claire paniqua et se mit à consulter les petites annonces, le visage creusé d'inquiétude. « On s'en sortira », maman dit Adèle, forçant une confiance qu'elle ne ressentait pas entièrement. « C'est juste pour t'effrayer, pour te faire abandonner avant le procès. » Mais les attaques prirent une tournure plus personnelle. Un soir, où Adèle rentrait de la bibliothèque, une berline grise s'arrêta à côté d'elle. La vitre baissa et un homme qu'elle ne connaissait pas, Silas Croft, se pencha. Il n'était pas physiquement menaçant, mais son sourire était gras et désagréable. « Adèle Perrin, demanda-t-il. « Jolie fille. Ta mère doit être fière. » Il la laissa en suspens. « Beaucoup de monde parle de toi, tes profs, tes amis. C'est dommage quand l'avenir brillant d'un jeune se complique. » Il brandit alors une petite photographie, une image de son arrière-grand-père, le capitaine Michel Renault en uniforme. « Les héros de guerre sont aussi compliqués, » dit Croft, le sourire s'élargissant. « Les gens croient connaître toute l'histoire. Ce n'est presque jamais le cas. » Il remonta sa fenêtre et partit laissant Adèle figée sur le trottoir, le sang glacé. C'était une menace claire et sans équivoque. Il ne se contentait pas de les surveiller, il sondait le passé familial à la recherche d'un secret à utiliser comme arme. Cette nuit-là, Adèle ne dormit pas. Les mots de l'homme résonnaient en elle. Les héros ont souvent les ombres les plus sombres, et l'idée qu'un jour on puisse ternir l'héritage de son arrière-grand-père la terrifiait. Poussée par un sentiment d'urgence nouveau, elle replongea dans les journaux cette fois-ci, à la recherche de tout élément privé pouvant leur nuire. Elle lut tard dans la nuit seule, la petite lampe de la table de cuisine éclairant l'appartement.
Puis elle tomba sur quelque chose, un petit carnet distinct dissimulé au fond du coffre, un carnet qu'elle n'avait jamais remarqué et qui n'était pas juridique, mais intime, le journal personnel de son arrière-grand-père durant la guerre. Elle lut les horreurs du combat, la peur, la perte de ses camarades, puis tomba sur l'entrée qui la fit retenir son souffle. Il y racontait un épisode terrible, un instant de chaos pendant un accrochage sanglant, où un jeune fantassin terrifié s'était figé sous le feu ennemi et avait mis tout le peloton en danger. Dans la fumée et la confusion, une balle perdue avait frappé et tué le soldat et un officier cherchant un bouc émissaire avait accusé Michel d'avoir tiré le coup fatal sur l'un des siens. Une enquête officielle avait été ouverte. Michel avait juré que ce n'était pas lui. Il décrivait le chaos, l'impossibilité de savoir d'où provenait le moindre coup de feu. Faute de preuves concluantes, l'enquête l'avait officiellement innocenté, mais l'ombre du soupçon demeurait. Il avait été blanchi sur le papier, pas totalement lavé aux yeux de certains. Il porta ce fardeau, ce murmure de doute toute sa vie. Ils ont lavé mon nom, mais la tache reste, avait-il écrit. C'est une blessure qui ne guérit pas. Dans cet enfer, je ne sais qui a tiré quoi. Je sais seulement que je n'ai pas intentionnellement blessé un frère d'armes. Mais l'accusation est un fantôme qui me suivra jusqu'à ma tombe. Je prie pour qu'elle n'atteigne jamais ma famille. Adèle referma le carnet le cœur serré, pour l'homme qu'elle n'avait jamais connu. C'était ça la compromettante que le détective du juge recherchait. Ils allaient déformer l'histoire, la fuir à la presse, transformer un héros de guerre en monstre, tout cela pour discréditer une adolescente qui défendait sa mère contre une contravention bidon. Une colère froide et pure monta en elle. Le juge Moreau avait commis une erreur monumentale en fouillant le passé. Il avait donné à Adèle l'arme la plus puissante qu'elle pouvait imaginer. Il avait rendu la lutte personnelle pour l'honneur de son arrière-grand-père. Elle n'était plus seulement en train de se battre pour sa mère. Elle défendait maintenant l'honneur du capitaine Michel Renaud. Debout, elle se dirigea vers la petite bibliothèque, prit la Constitution, ou plutôt, dans leur contexte, les textes protégeant le droit à un procès équitable, et l'ouvrit à la page consacrée au droit à un procès équitable, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le juge avait tenté d'utiliser son pouvoir pour priver sa mère de ce droit, intimidation, pression financière, et maintenant la menace incarnée par le fantôme d'un soldat mort. La peur qui l'habitait s'évanouit remplacée par une résolution glaciale. Le juge pensait défendre sa réputation. Il allait découvrir qu'il était engagé dans une guerre pour son âme, contre une jeune fille armée de la vérité et soutenue par une légende familiale. Elle avait désormais le mobile, les moyens et la colère morale, non seulement de gagner l'affaire, mais de démanteler tout son univers corrompu. La nouvelle audience se tint dans une salle plus modeste, présidée par la juge Esther Friedman, une femme qui inspirait le respect sans besoin d'ombre dramatique. Elle avait lu la requête en récusation et n'en paraissait pas impressionnée. Elle était une ancienne avocate de la défense, connue pour son esprit acéré, son absence de tolérance pour le superflu et son strict attachement à la lettre et à l'esprit de la loi. Le procureur en charge, David Chun, était un ténor expérimenté. Il appela son unique témoin, l'agent Martin. L'agent récita son témoignage d'un ton monocorde. Oui, à la date indiquée, il avait observé une femme, correspondant à la description de Claire, laissant des sacs poubelles sur le trottoir de la rue des Chênes. Oui, il en était sûr. Une accusation simple et directe. Le cœur de Claire se serra sa parole contre l'uniforme. La juge demanda si la défendresse souhaitait contre-interroger. Claire regarda Adèle, les yeux emplis de peur. Adèle lui serra la main avec douceur, puis se leva pour monter à la tribune. « Mademoiselle Perrin, » dit la juge, un léger intérêt dans la voix. « Êtes-vous certaine de vouloir plaider votre cause vous-même? » « Je le suis. » « Madame la juge, » répondit Adèle d'un ton clair.
Ma mère n'a pas les moyens d'un avocat. Elle se tourna vers l'agent Martin. Monsieur, l'agent, vous avez affirmé être sur la rue des Chênes, une voie résidentielle tranquille, loin de votre secteur habituel de circulation à l'est de la ville. Est-ce exact? Nous pouvons être affectés partout, grogna l'agent. Et vous connaissez le juge Philippe Moreau. L'œil de l'agent fléchit. C'est un juge. Est-ce lui qui vous a demandé de dresser une contravention falsifiée pour faire taire sa femme de ménage? Pressa Adèle la voix, se faisant plus dure. Objection, intervint le procureur Chun. Pertinence. J'admets l'objection, répondit. La juge Friedman répondait à la question agent. Martin se lécha les lèvres. Je ne me souviens pas, balbutia-t-il. Alors Adèle riposta. Dans ce cas, vous n'aurez aucune objection à ce que le tribunal recueille les données GPS de vos véhicules de patrouille pour la nuit en question pour prouver que vous étiez effectivement sur place. L'agent resta interdit, la mâchoire se contractant sans un mot. Adèle savait et lui savait qu'il n'avait pas été sur la rue des Chênes. Il avait rédigé la contravention depuis chez lui. Son arrogance s'effondra. Soudain, un tumulte éclata au fond de la salle d'audience. Les portes s'ouvrirent brutalement, et le juge Moreau entra le visage déformé par une rage incandescente, suivi de Silas Croft, le détective privé, tenant une grande enveloppe brune. « Cette farce a assez duré », tonna-t-il, pointant un doigt accusateur vers Adèle. « C'est une parodie de tribunal. » La juge Friedman frappa de son maillet. « Juge, Moreau, vous êtes hors de votre rôle. Vous n'avez aucune autorité ici. Contenez-vous ou je vous fais expulser. »« J'en ai parfaitement le droit, hurla-t-il. C'est une attaque diffamatoire contre mon intégrité et j'ai la preuve du genre de famille dont elle vient. » Il arracha l'enveloppe des mains de Croft et la lança sur la table du procureur. « Lisez ça. Lisez ce que son soi-disant arrière-grand-père héroïque, le capitaine Michel Renaud, était vraiment accusé d'avoir abattu un de ses propres hommes dans le dos. Voilà son héritage, une lignée de lâches et de menteurs. » La salle se remplit d'un murmure choqué. Claire eut un hoquet d'horreur. Adèle, elle resta immobile, le visage impassible, non pas blessée, mais prête. Elle se détourna de l'agent Martin, qui s'effondrait, et fit face au juge Moreau. « Merci, monsieur le juge, » dit-elle d'une voix d'une froideur tranchante, qui coupa net le brouhaha. « Merci d'avoir prouvé mon argument. » Elle se tourna vers la juge Friedman. « Madame la juge, depuis des semaines, cet homme a méthodiquement tenté de détruire ma mère. Il l'a fait licencier de ses emplois. Il a engagé un détective privé pour suivre une mineure. Et maintenant, il entre dans un tribunal pour salir la mémoire d'un héros de guerre mort depuis des décennies, tout cela pour gagner une affaire portant sur une amende de 50 €. Ce n'est pas la justice. C'est l'orgueil blessé d'un homme puissant. » Elle marcha jusqu'à la table du procureur et attrapa le dossier. Elle brandit un document militaire jauni. « Oui, mon arrière-grand-père a été accusé, » dit-elle d'une voix claire qui résonna dans la salle. « Il a également été blanchi après enquête officielle. » Et l'officier qui l'avait accusé fut plus tard traduit en cour martiale pour avoir vendu du matériel médical au marché noir. Mon arrière-grand-père a passé sa vie à combattre des tyrans comme vous. Puis elle se tourna vers la juge. Madame la juge, le seul témoin de l'État vient d'être discrédité. La contravention a été émise sous de faux prétextes sur ordre d'une partie partiale. Nous reposons notre défense. La juge Friedman contempla la scène, le visage partagé entre la stupéfaction et la colère glaciale. Elle regarda l'agent Martin, transpirant. Elle regarda le juge Moreau, désarticulé, puis posa les yeux sur la jeune fille calme et farouchement lucide devant elle. « C'est l'abus de pouvoir judiciaire le plus flagrant que j'ai vu en 20 ans de magistrature, » déclara-t-elle. « Les charges contre Madame Perrin sont rejetées avec préjudice. »
Elle se tourna vers l'agent Martin. Vous vous rendrez immédiatement au bureau du procureur général pour une enquête pour parjure et faute professionnelle. Puis fixant Philippe Moreau de son regard d'acier. Quant à vous, juge, votre conduite est une honte. Je vais déposer une plainte formelle auprès du Conseil supérieur de la magistrature et rendre public le procès-verbal intégral de cette audience. Maintenant, sortez de mon tribunal. Moreau resta figé livide. Il avait perdu et s'était trahi lui-même. Titubant, il quitta la salle d'audience brisée. Dehors, les journalistes se précipitèrent. Benoît Caron fut le premier à les atteindre. « Adèle, un mot pour le courrier », lança-t-il. Debout près de sa mère qui pleurait de soulagement, Adèle répondit simplement. « Ma mère est innocente. Le système a fonctionné. Et maintenant, excusez-moi, j'ai un contrôle de mathématiques demain. » Les semaines suivantes, l'affaire fit la une de tous les journaux. Le juge Philippe Moreau fut suspendu, puis radié du barreau. Le projet immobilier corrompu s'effondra sous le poids du scandale. Les clients de Claire Perrin la rappelèrent et l'agent Martin fut renvoyé. La vérité, la ténacité et une adolescente de 17 ans avaient restauré la justice et vengé l'honneur d'un héros. Un soir, un colis arriva envoyé par le cabinet d'avocats le plus prestigieux de la ville. À l'intérieur se trouvait une lettre offrant à Adèle une bourse complète pour un programme préparatoire, en droit, accompagné d'un mot personnel. Le monde a besoin de plus d'avocats comme vous. Votre arrière-grand-père serait fier. Glissé dans l'enveloppe, il y avait aussi une photo encadrée du capitaine Michel Renaud, non pas en uniforme, mais en costume d'avocat, debout sur les marches du palais de justice. Adèle la posa sur le manteau de la cheminée. Le soldat et l'avocat, deux faces d'une même médaille, un homme qui avait combattu pour son pays, puis pour sa conscience. Claire vint se placer à ses côtés. « Il veille sur toi », dit-elle doucement. Adèle sourit un vrai sourire profond et sincère. « Je le sais », répondit-elle, effleurant du bout des doigts les lettres dorées et ternies gravées sur l'un de ses vieux livres de droit. La justice chez nous, c'est une affaire de famille. Et c'est ainsi que se termine notre histoire pour l'instant. Chaque fois que je partage une de ces histoires, j'espère qu'elles vous permettent de vous échapper un instant du quotidien, de simplement vous laisser porter. J'aimerais savoir ce que vous faisiez. En m'écoutant, peut-être vous détendiez-vous après une longue journée ou pendant un trajet de nuit ou simplement en vous relaxant. Laissez un petit mot en commentaire, je les lis tous. Et si vous voulez qu'on se retrouve pour la prochaine histoire, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner, cela fait vraiment la différence. Merci d'avoir passé ce moment avec nous.